Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Dans quelques jours, cela fera 5 ans que Déborah est arrivée au Québec avec son mari et leur fils. Ensemble, on fait le bilan sur son parcours d'immigration. On rembobine et on discute de comment tout a commencé et les démarches qu'ils ont faites pour venir s'installer au Canada. Déborah nous raconte son quotidien, mais aussi le monde du travail qui l'a agréablement surprise ici. Mais comme tout n'est pas toujours rose, on a aussi voulu casser un peu ce mythe de l'expatrié sur les réseaux sociaux qui vit sa meilleure vie à 6000 km de la France. En effet, Déborah s'est aussi confiée sur l'anxiété et les traumatismes du passé qui ont ressurgi et se sont amplifiés justement parce que loin de ses proches et de ses repères, elle s'est finalement retrouvée face à elle-même et n'a plus d'autre choix que de s'écouter. Nous avons donc retracé ensemble son cheminement vers l'acceptation de ses troubles alimentaires et quel parcours thérapeutique elle a suivi au Québec pour s'en sortir. Aujourd'hui, on prend du recul et on fait le point sur ce beau bilan de ces 5 années au Québec qui ont aussi permis à Déborah de guérir de ses blessures du passé pour enfin savourer à sa juste valeur des moments uniques et précieux en famille. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Déborah. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci, je suis trop contente d'être là. Ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler du Québec déjà et ça fait super longtemps que j'ai pas mis en avant notre belle province, donc je suis vraiment contente de le faire avec toi. Puis on a un beau sujet aujourd'hui avec un bilan et puis aussi des choses, enfin du développement de soi on va dire. Donc je suis vraiment hâte d'aborder ces sujets avec toi aujourd'hui. Super, moi aussi j'ai vraiment hâte et je suis trop contente que tu m'aies fait une place dans ton podcast. Et j'aimerais beaucoup qu'on commence déjà par une petite présentation pour les auditeurs, que tu nous donnes ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi c'est Déborah, j'ai 31 ans et je viens du nord de la France, donc on peut situer l'île, mais plus exactement la petite ville de Arras, donc vraiment dans le nord de la France. Et puis qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur en marketing web, donc je travaille à mon compte, j'aide les entreprises à gagner en visibilité sur le web et grâce notamment à la publicité Google Ads, donc je suis très spécialisée dans la gestion des campagnes publicitaires en fait sur Google. Wow. Donc voilà, et ça se passe super bien. Donc je suis contente, c'est comme nouveau aussi pour moi. Donc c'est un beau parcours là qui est en train de se faire. C'est génial. Et on va peut-être repartir un peu en arrière. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'origine de ta passion pour le voyage. Est-ce que tu en as une déjà? Ouais, écoute, je peux dire, je pense pas que je sois une grande passionnée de voyage comme certains peuvent l'être là. Je pense que je serais pas très légitime à dire ça. Par contre, avec mon mari, quand on s'est rencontrés, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de voyages, mais beaucoup en Europe. Donc on aimait vraiment partir une semaine ou deux ensemble, faire beaucoup de week-ends à droite à gauche. Mais très vite, en fait, c'était pas forcément la passion du voyage comme on le connaît à court terme et puis découvrir, vivre plein d'expériences. C'était surtout de voir comment ça se passe ailleurs, puis est-ce qu'on peut trouver un endroit où il fait mieux vivre, ou découvrir une autre culture, une autre vie possible en fait ailleurs. Donc tout de suite, très vite, la démarche du voyage a été plus un voyage long terme, très bien illustré par notre situation aujourd'hui finalement où on est expatrié, ça fait 5 ans qu'on est là. Donc la passion du voyage a été plus découvrir comment ça se passe ailleurs, puis est-ce qu'on peut trouver un endroit qui nous correspond mieux. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire quand même quel type de voyage tu es quand tu fais donc des petits voyages comme ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, écoute, je suis plus en mode un peu sac à dos. J'aime bien découvrir
le pays dans lequel où on est, j'aime bien visiter, m'imprégner vraiment de la localité, de la culture, des gens en fait qui sont sur place. Et mon conjoint est comme ça aussi, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que bah, dans le quotidien, il va vouloir bien couper, donc pas trop bah, se poser un peu plus en fait. Donc on a trouvé un juste milieu entre nous deux pour t'imaginer un petit peu, tu vois, tout ce qui est all inclusive et tout. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis après, on a eu notre enfant, donc on est passé et on passe encore par des cases hôtel tout compris. Et moi, je suis souvent assez frustrée finalement d'être au bord de la piscine. J'aime pas forcément ça non plus. Puis le soleil, je le crains, tu vois. Donc faire le lézard au bord de la piscine ou de la plage, au bout d'une heure, en fait, c'est bon, j'en ai assez. Donc voilà, on a trouvé un compromis. On essaye toujours de trouver l'équilibre entre nous deux, que chacun soit satisfait, qu'il y ait aussi de la farniente, mais aussi bah, plus d'excursions, de choses comme ça. On vient de partir au Mexique, tu vois, donc on a fait du tout compris. C'était vraiment génial, mais j'ai poussé un petit peu pour qu'on parte en excursion, vraiment dans la nature et plonger dans des cénotes, tout ça. Enfin, vraiment faire des choses un peu plus vivantes, quoi. Donc Ouais, c'est je ça. comprends. Et bon, on va revenir sur le contexte un peu de votre départ et tout ça, mais j'aimerais bien que tu nous dises si toi, depuis toujours, ou tu sais, t'as eu cette envie, toi, de vivre ailleurs. Est-ce que t'admirais, par exemple, les personnes qui vivaient à l'étranger? C'était quelque chose qui t'attirait? Comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, pas forcément. J'étais plus impressionnée par ça et je me disais, waouh, je serais peut-être pas capable, justement, tu vois. Je me disais, ouais, c'est quand même quelque chose, mais j'avais pas forcément de choses qui pouvaient me rattacher à un projet comme ça. Je savais, j'ai toujours su que j'allais comme vivre quelque chose de grand ou qu'il allait se passer quelque chose, tu sais, dans ma vie. Ah, Mais je savais pas quoi. Alors, est-ce que c'était ça, l'expatriation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vient plus de mon conjoint, tu vois, qui lui est moins baroudeur pour le coup en mode vacances. ça C'est c'est lui marrant. plutôt qui a été à l'initiative d'un changement de vie. Parce que, en fait, il a un oncle, il a un oncle par alliance qui vit ici au Québec. Et donc ça fait un pied-à-terre en fait si tu veux pour explorer le Canada et donc la province du Québec et c'est lui qui a dit ah tu sais j'ai un oncle là-bas en plus nos professions au Québec c'est vraiment en demande une belle chose d'aller découvrir comment on vit là-bas puis c'est vrai qu'il y a cette image depuis l'Europe du un peu l'Eldorado canadien québécois tout ça c'est ça a cette image hein, on connaît cette Encore, image ouais. d'Eldorado donc on se posait la question et donc, c'est plus lui qui a initié la chose. Donc, c'est grâce à lui, finalement, qu'en 2013, on est venu en vacances vraiment 15 jours ici pour vraiment s'imprégner du quotidien. Et on a vécu 15 jours c'est chez le fameux oncle. Puis on faisait tout avec eux. On allait faire l'épicerie, donc faire les courses pour les Français. Vraiment tout faire ensemble pour voir leur quotidien. Et donc ça a été le premier comment dire, le premier aperçu en fait de la vie ici. Donc c'est, tu vois, finalement, j'étais pas dans des optiques de partir loin comme ça. Et c'est venu vraiment grâce à mon conjoint qui m'a soufflé à l'oreille une idée. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça s'est fait? Donc, où est-ce que vous en étiez dans votre vie pro, Ouais. votre vie perso, où il te parle justement de cette peut-être possibilité, cette envie de partir vivre ailleurs? Ouais, bah écoute, je pense que ça faisait peut-être 3 ans qu'on était ensemble. À l'époque, je crois qu'on s'était pacsé, quelque chose comme ça. Et puis il m'a parlé vraiment, tu sais, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ah, tu sais que j'ai un oncle qui vit au Canada. Je fais ah bon, cool. Et c'est là où il m'a dit un peu tous les avantages, comment ça pouvait être là-bas, tout ça. Bah moi, un peu naïvement, enfin, tu sais, sans me prendre trop de la tête, je fais ah bah ouais, ça serait bien d'y aller pour voir. On va faire des vacances quoi là-bas. Et en fait, ça a commencé comme ça, puis on en a parlé de plus en plus souvent parce que tu commences à t'intéresser, donc tu vois des témoignages aussi de personnes qui vivent là-bas. Puis bizarrement, d'un Euh, coup, t'entends plein de Bah choses c'est autour ça. de ça, alors qu'avant, t'entendais rien. Mais d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. C'est ça, c'est toujours comme ça. Donc là, on entend des Canada partout. Tu t'intéresses ben, un peu plus, quoi. Tu regardes
comment ça se passe, comment y aller, qu'est-ce qu'on peut découvrir là-bas. Et donc, ça commence à prendre un peu vie finalement à ce moment-là. Et donc, on prévoit ses vacances. Donc, c'était en 2013. On prévoit ses vacances pour découvrir. Et on revient et on se dit, ouais, ok, on a envie de tenter l'aventure, on s'est bien senti ici, on aime bien le quotidien, la bienveillance des Québécois, tout ça. Puis on avait un peu sondé le marché pour le travail, en fait, s'il y avait possibilité de trouver un emploi dans nos branches, ce qui était le cas. Et donc on rentre et on se dit, bah voilà, on va se lancer dans les démarches. Donc à l'époque, c'était le PVT, donc qui existe encore, hein, mais on s'est dit, on va tenter le PVT. Et donc c'était vraiment tirage au sort. On s'est Mais connecté, attends, ouais, 2013, vas-y. c'est pas genre premier connecté, premier servi? Exactement, c'est ce qu'on a Ouais, vécu. c'était pas Et encore en fait, tirage au sort, ouais. Aïe, aïe, ah aïe. oui, oui, c'est ça, ouais. C'était vraiment connecté, premier servi, exact. Et on était allé chez des amis qui, eux, qui vivent aussi actuellement ici, qui ont réussi à venir un petit Oh, peu avant nous. Et on était allé chez eux, on s'est connecté avec 4 ordinateurs pour... putain. Mais tu sais, tout le monde fait ça, alors tu surcharges encore plus la chose. Est-ce qu'il y avait déjà aussi cette possibilité de conjoint de fait où t'étais vraiment obligé chacun d'avoir un PVT? Ouais, tu devais avoir chacun ton PVT, donc Ah on ouais, était donc t'as le avec deux choix. Ok. comptes. Ouais, c'était vraiment le stress. Donc si un l'avait et l'autre non, Oh on là aurait là, les boules. avisé. Mais tu vois, c'était beaucoup d'incertitudes en tout cas à cette époque. Et C'est clair. on n'avait pas réussi. Et puis donc Ah bon? les années, non, on Donc n'avait pas aucun de vous réussi. quatre? Non, on n'a pas eu de PVT. Oh On n'a non. pas eu ça, mais on s'est pas découragé. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut partir autrement? Et là, c'est là où on a connu l'option des visas de travail, enfin des permis de travail plutôt. Et donc, on a fait des démarches. On a simplement candidaté sur Internet à des postes. Mon conjoint, il a fait beaucoup d'entretiens à distance. Toujours des entretiens qui aboutissaient vraiment, tu sais, on passait les étapes, les entretiens se passaient super bien évidemment parce que le Québécois est extrêmement gentil et très agréable et donc on y croyait vraiment. Puis à chaque fois, on arrivait presque au bout du processus de recrutement et pour X raisons, ça marchait pas ou Oh ils voulaient pas non. faire venir une famille française de loin. Ils avaient peur en fait que du mode échec, tu sais, on avait notre petit garçon qui était né. Donc là, je te parle de ça. Mon fils est né en 2017. Hein. Donc 2013-2017, il y a eu Ah quelques ouais, années déjà. où on a fait voilà, des entretiens. On a fait les Journées Québec à Paris, le forum de recrutement, donc on allait J'y suis allée recruter, aussi, je c'est connais. ça. Et là c'est horrible parce que, enfin c'est génial parce que t'es imprégné, tu côtoies des Québécois, donc tu goûtes un petit peu à cet accent, à cette culture, à cette générosité, et tu dis ah mais non t'es là en fait, t'es pas là-bas, et ça te donne encore plus Emmenez-moi, envie d'y s'il aller. vous plaît. C'est ça, t'as envie de dire Je mais repars prenez-moi avec avec vous. vous. Donc c'est tout à fait ça ce qui s'est passé. Et puis et donc oui, ça n'a jamais marché. Donc entre-temps, on met un peu le sujet dans un coin de notre tête. On met un peu moins d'énergie parce que justement, on a eu notre fils, on a fait construire une maison carrément en France. Donc vraiment, l'installation, nos familles ont dû se dire c'est bon, ils partent plus, ils restent là, il faut construire, c'est pour de bon. Et donc c'est tout, on continue notre vie. Et puis mon fils est né et je crois que finalement la naissance de notre fils a fait qu'on a remis un peu le projet sur le devant de la scène parce qu'on avait comme envie de lui offrir le meilleur en fait. Donc ça a un peu relancé ça. Et là, mon conjoint, il relance son réseau, quelques messages à droite à gauche et finalement donc fin 2017, mon fils devait avoir à peine 6 mois. On a eu 2 propositions d'embauche à 2 jours d'intervalle en fait. Mais c'est Donc, incroyable. Donc c'est-à-dire que comme quoi, tu sais, c'était pas le moment avant, c'est mais là ça. ça y est, c'était le moment quoi. Exactement. Incroyable. Incroyable. Donc, tu vois, 2013, 2017, toujours, ça fait beaucoup d'années finalement où on a essayé et puis on n'a pas abandonné mais mis un peu en stand-by parce que Ouais, voilà, il y a d'autres choses. Ouais. il y a d'autres choses de la vie. Et puis, donc, quand on a relancé la chose, ça a répondu, ça a répondu Incroyable. vraiment. On a eu le choix du roi de se dire, bon, avec quel employeur on part, quelles conditions, etc. On a pu négocier aussi. Donc, c'était top, quoi. C'était le moment pour nous. C'était Est-ce que ça. tu peux du coup nous détailler un petit peu quel permis c'était Ouais, qu'on ait une c'était idée? tout Ouais. simplement le permis jeune, enfin, travailleur jeune pro, le Ah jeune professionnel. super! Donc vous Ouais. avez quand même dû vous inscrire sur EIC pour faire
Ouais, Le tout le process. processus, ouais, Ouais, exactement. ok. Donc ça, je te dirais que pour moi, c'était parfait parce que lui avait son permis de travail, donc c'était notre porte d'entrée au Canada, et moi j'étais en permis ouvert, c'est-à-dire que je pouvais travailler pour n'importe quel employeur. Je suis comme rattachée à son visa et je fais ma vie comme je veux. C'est actuellement ce dans quoi on Ce est que là. tu vis? Ah ouais. Tu vois, en fait, nous, on est arrivé en PVT il y a 2 ans, donc c'était mon PVT. Mon mari, c'était conjoint de fait. Donc Ok. après, il a eu son permis de travail ouvert par la suite. Et Mhm. puis là, en mars, vu qu'on voulait encore rester plus longtemps, Ouais. 2 ans de plus, donc lui a fait une demande de JP, puisque une fois que tu as fait un PVT, tu peux plus jamais redemander. Hein, Oui. pour ceux Mhm. qui nous écoutent, hein, c'est plus possible. Donc du coup, on a joué de son côté, vu que lui n'avait jamais été tiré au sort. Ok, Donc il a non, fait c'est un super. JP, et moi donc permis ouvert. Et puis on peut Parfait. préciser aussi qu'avec le JP, on a le droit à la RAMQ, Oui, la sécurité sociale québécoise. Et ça c'est fait ça. plaisir après 2 ans. Non, c'est vrai, ça c'était appréciable hein, de l'avoir tout de suite Oh et là là, ah de ouais, c'est voir que clair. d'autres étaient en PVT ou d'autres visas permis plutôt, à chaque fois je dis l'inverse, ouais, qui n'avaient pas d'assurance, ouais, vraiment, ça Ouais, c'est c'est vrai que c'est appréciable. compliqué. Ouais, et Mhm. puis bon, c'est vrai que toi, en plus, vous êtes venu avec des enfants qui étaient assez petits. Ouais, mhm. Donc, je pense que c'est quand même plus confortable d'arriver avec la RAMQ déjà. Hein. Ah, c'est rassurant, bah oui, il avait Ouais. même Hein. pas un an là, donc ouais, vraiment. Oh ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc, mais raconte-nous un peu là cette arrivée. Qu'est-ce qui était prévu un peu là pour votre installation? Parce que vous êtes arrivé donc hors Covid. J'aimerais savoir comment ça Ouais. se passe quand on arrive hors Covid au Ah mon Québec. Dieu, bah oui, c'était bien, c'était notre vie. C'était, ouais, on a vécu qu'un an hors Covid ici, tu vois, sur les 5 ans d'expatriation, là, quand j'y pense. 1 année et demie, quoi. Et ouais, ouais, j'ai une petite nostalgie, tu vois, de la légèreté de la vie à cette époque-là. Mais pour t'expliquer, donc quand on est arrivé, on a eu la chance d'avoir un pied-à-terre. Donc non seulement il y avait l'oncle, mais qu'on n'a pas revu depuis, figure-toi, mais on est en contact, mais on aimerait vraiment se revoir beaucoup. Mais C'est qu'il voilà, habite la si vie. loin? Bah, il est à 40 minutes, mais on n'arrive pas à se capter. Il est difficile à joindre aussi. Mais tu vois, on est en contact par message, mais nous, on aimerait tellement le revoir parce que bah, on est toujours reconnaissant parce que voilà, il nous a accueillis à un moment où on voulait s'expatrier. Mais en tout cas, c'est pas lui qui nous a accueillis à l'arrivée, c'était nos fameux amis avec Les qui on amis. s'était Mais contactés du oui. PVT. Et eux, Donc finalement, eux ils ont étaient là. réussi à venir en PVT? Ouais, eux ont réussi Oh à venir putain. au PVT. Donc, ouais, ils ont un beau parcours aussi, puis ils sont toujours là aujourd'hui. Et donc, bah, c'était cool en fait de pouvoir arriver ici, d'avoir quelqu'un qui, tu sais, qui vient te chercher à l'aéroport, puis tu connais. En fait, c'était c'est un vieil ami de mon mari. Ils ont fait un groupe de musique ensemble, enfin vraiment un ami de longue date. Et donc, ils nous ont accueillis. On est resté chez eux une dizaine de jours, le temps en fait d'avoir notre logement. Et le logement, moi, je l'ai cherché, mais sans relâche depuis la France. Quand on a su qu'on partait, là, je lâchais rien. Toutes mes journées, là, je faisais ça, ou les nuits, ou après le travail. C'était incroyable et j'avais trouvé vraiment un super logement. Donc, on l'avait disponible, mais on est resté 10 jours chez nos amis, le temps que notre conteneur par bateau arrive avec nos affaires et que ça arrive dans le nouveau logement. Donc, en fait, ça nous a fait vraiment un lieu tampon où on a pu bah, déjà être entouré, pas totalement perdu, découvrir un peu le quartier, surtout que le logement qu'on avait trouvé était proche de chez eux. Donc c'était quand même appréciable. Donc ils nous ont bien aidés à nous poser, en fait, à poser nos valises, nous accompagner. Et puis bah, les premiers 10 jours, c'était toutes les démarches, aller voir les garderies, faire un détour dans les environs, préparer notre emménagement, donc aller chez Ikea, faire des grandes journées Ikea pour prendre des couverts, des trucs. Et donc voilà, on a aménagé dans notre logement. Puis après, bah, c'était notre installation véritable en fait dans notre logement et le début du travail aussi pour mon mari qui a commencé très très tôt après notre arrivée finalement donc tout de suite dans le bain quoi, le quotidien qui doit commencer, l'air de rien quoi, l'homme qui s'en va au travail et puis et puis toutes les démarches à faire pour s'installer quoi tout simplement donc Et, ça. et toi, alors, quand est-ce que tu as commencé à travailler? Qu'est-ce que tu cherchais? T'étais dans quoi, toi? Ah écoute, ça va être intéressant cette partie parce que Ah! donc moi j'étais déjà dans le marketing web. Donc j'ai travaillé à l'époque j'avais un petit peu moins de 10 ans d'expérience en agence marketing et donc je suis arrivée là. Donc l'idée, bah, moi je voulais très vite travailler là, je voulais pas rester à la maison.
Mais ça dépendait de la garderie. Donc, mon mari a commencé à travailler. Moi, ben, il fallait que je trouve la garderie, même si on le faisait ensemble. Mais moi, je mettais plus d'énergie forcément au quotidien à faire ça, puisque je travaillais pas. Donc, je me déplaçais avec Harry, etc. Et en fait, trouver une garderie, donc il y en avait des disponibles tout de suite, mais l'endroit nous convenait pas. Enfin, on le sentait pas trop, donc on prenait pas non plus la première garderie qui arrivait. Et on a trouvé une super garderie qui nous plaisait, pas très loin de la maison, tout ça. Enfin, logistiquement parlant, ça avait l'air super. Et aussi la qualité des personnes, des repas, enfin tous les critères qu'on peut regarder à ce moment-là. Sauf que elle était disponible en septembre, donc nous on est arrivé en juin. Et donc ça fait juillet, août, en gros tout l'été, je me suis dit bon ben ça se fait quoi, c'est pas Oui, c'est grave, je vais ça, c'est comme les profiter. vacances scolaires au final. C'est ça. Ouais. 2 mois à la maison, bon bah ça va permettre de découvrir vraiment la vie ici, de faire plein de balades, donc chose que j'ai faite. Mais figure-toi que très 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 vite, même si je postulais à droite à gauche, je me suis fait contacter par LinkedIn. Et on m'a Oh, proposé un emploi. Donc, je fais wow, tout de suite un emploi. Pourquoi pas? Ça avait l'air super intéressant, donc trop contente. Et en fait, ils me disent, bah, nous, on a besoin de toi le plus rapidement possible. Et là, je leur ai dit, bah, ok, cool, mais moi, j'ai pas de garderie avant septembre, donc je suis désolée, est-ce que vous pouvez m'attendre, quoi, en gros? Et là, ils m'ont proposé en fait de démarrer tout de suite à distance depuis la maison, mais sans pression, comme je le sens, le nombre d'heures que j'arrive à faire, c'est dépendamment de mon fils en fait. Donc si je fais un jour 0, le lendemain 2 heures, le lendemain 5 heures, bref, je déclare le nombre d'heures que j'ai fait en une semaine en gros, puis voilà, on va y aller comme ça progressivement. Donc déjà, tu sens l'ouverture d'esprit ici qu'il n'y a c'est pas en clair. France direct, donc ça te met, enfin tu t'hallucines en fait, tu fais waouh, tout est plus facile, tout est facilité, tout est bienveillant. Puis tu sais, dire à ton fils à la maison, t'as pas de garderie, mais des fois en France, tu serais gêné, tu te dis ah, je dois le cacher, ou enfin Oui, tu sais, c'est tu sais ça. pas, tu vas être jugé. Et ici, ah, pas de problème, on comprend. Bah écoute, si ça t'intéresse, si t'es prête à faire le défi, et c'était même pas la pandémie, t'imagines, aujourd'hui on entend beaucoup ça grâce à la pandémie. Là, il n'y avait pas de pandémie, donc on s'est dit, écoute, travaille comme tu peux, comme tu veux, et puis on va y aller comme ça en attendant que tu arrives à temps plein en septembre. Donc ça, déjà, tu sais, t'arrives dans ce pays, puis ça se passe comme ça, tu comprends que t'es arrivé ailleurs, là, c'est toute une autre Mm. dimension. C'est Donc vrai que ça moi, m'arrive voilà. plusieurs fois, tu sais, au travail, genre, d'avoir ma collègue, le petit est malade ou quoi, et en fait, elle Ouais, vient en meeting avec son petit sur les genoux, tout le monde dit bonjour, comment ça va? Enfin, c'est vraiment c'est une autre exactement ambiance, quoi. ça. C'est ça. Donc finalement, ça était déjà présent, tu vois, avant le Covid ici, la Ouais. confiance en tout cas envers l'autre, la confiance et puis lui permettre d'être ce qu'il est avec sa famille, ses enfants. Il n'y a aucun jugement, aucun problème avec ça, donc très très appréciable. Donc voilà comment ça a commencé pour moi finalement, plus vite que prévu, puis dans des conditions quand même assez sympas de pouvoir jongler comme ça facilement. Et tu pourrais peut-être nous parler un peu, toi, des difficultés, enfin, ce que tu as senti difficile, parce qu'on sent et on sait aussi quand même que c'est quand même facile, voilà, le Québec, une fois que tu y es. Mais bon, il y a quand même aussi des difficultés. Est-ce que tu pourrais nous parler de points, peut-être toi, qui t'ont posé plus problème là, à ton arrivée, plus Ouais. négatifs? Bah oui, c'est ça que j'adore. Je m'écoutais parler, je dis waouh, on dirait que c'est génial. Puis, puis en même temps, c'était très compliqué parce que tu sais, t'arrives du jour au lendemain, t'arrives dans un autre pays. Puis oui, il y avait nos amis, mais tu sais, après tu fais ta vie là, tu passes pas tes journées ensemble, tu dois te construire, tu dois t'installer. Donc le stress, l'adrénaline de ce que tu fais. Tu le gères toi-même là. T'as beau avoir des amis, t'as une charge sur les épaules assez énorme là de t'installer ailleurs, outre-Atlantique. Et donc bah super reconnaissante de cette vie, tout ça. Mais finalement, tu vois, quelques jours, genre 3 jours après notre arrivée, donc mon mari a commencé à travailler. Donc finalement, je le vois pas de la journée. Et donc moi, je me retrouve avec mon petit de 1 an. Bah tu vois, l'air de rien, je trouve, c'était bizarre en fait. Je réalisais pas que j'étais là. Et en même temps, il y avait comme un poids énorme sur moi parce que je suis ailleurs avec mon petit. J'ai jamais vécu cette situation, tu sais, tant que tu le vis pas, tu sais pas. Et donc j'étais un peu déboussolée, juste par la situation. Donc soit, on fait nos démarches, notre installation. Donc toi, tu te Et déplaçais toute seule, t'allais faire ouais, Ouais, déjà, moi, je trouve ça courageux, je me déplaçais toute seule, je me suis perdue 1 ou 2 fois d'ailleurs.
Et puis même faire Ouais. les trucs administratifs seul, je sais pas, au début, moi, ouais, ça, Ouais, quand c'était même assez. pas évident, ouais. Mm. Heureusement, bah, tu sais, mon mari a toujours été présent, bah, même s'il travaillait, tu sais, il m'épaulait, il suivait tout ça, surtout que dans la vie, c'est lui qui gère beaucoup les trucs administratifs. Mais c'est sûr, j'ai dû mettre vraiment la main à la pâte. Mais c'est vrai que de se retrouver seul, en fait, puis d'avoir autant de nouveautés tout le temps, à chaque seconde, tu sais, en fait, tu sais plus trop, ouais, t'es déboussolé, je te dirais ça, que c'est vraiment le mot. Et oui, je me déplaçais toute seule et c'était très sportif. Pour la petite anecdote, mon mari et moi, on a perdu une dizaine de kilos en arrivant Ah parce ouais, que quand tout à même. coup, on marchait, on faisait tout à pied, ce qu'on faisait pas en France. Est-ce que tu veux nous parler justement un peu du milieu du travail, toi, ce qui t'a surprise quand t'es arrivé, ce que t'as aimé, peut-être moins aimé, je suis vraiment curieuse. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tout de suite, j'ai aimé la confiance qu'on t'accorde directement. Quand on te laisse être qui tu es avec tout ce que ça implique, comme je disais, la famille, tout ça. T'es tout de suite bienvenue. Et contrairement à la France où tu dois faire tes preuves, on te dit t'as une période d'essai de 3 mois ou 6, puis elle est renouvelable, genre tu sais, t'as pas le droit à l'erreur sinon on te met dehors. Bah là c'est l'inverse. On part du principe qu'on te fait confiance. Par contre, si tu merdes après, bah on te dira ciao, tu vois. C'est Et vraiment par contre, oui, l'inverse, on fait là, confiance d'abord. c'est. Puis du jour au lendemain, quoi. Mais du jour au lendemain, parce que ici, effectivement, j'ai vu une démission, donc un collègue en plus qui était sur un bureau à côté de moi. À 11 heures, on a été tous convoqués dans une salle de réunion. Et on nous a dit, voilà, il y a un tel qui se fait remercier, donc vous inquiétez pas, c'est normal, vous allez plus le voir en gros. Et là, on remonte à l'étage où il y avait les bureaux, puis on le voit plus, puis en fait, on l'a plus jamais revu. Il est Ah, parti, purée, waouh. il était parti quoi, il était licencié. Donc c'est sûr qu'ici, on sait que tu peux être parti du jour au lendemain. Donc ça a double tranchant. Oui, tu es du jour au lendemain sans travail, mais dépendamment de ton activité, tu sais que le lendemain, tu peux retrouver un travail ailleurs. Tu sais, le marché du travail est quand même florissant dans certains secteurs, donc c'est moins stressant. Et en même temps, ça peut être sympa aussi si tu veux changer de boulot. Tu vas pas prendre un préavis de départ de 3 mois avant que tu accèdes enfin C'est à ton nouveau ça, oh poste, là surtout là. si tu es dans quelque part où ça va pas. T'as pas ce 3 mois très difficile à vivre en attendant que tu ailles de l'autre côté. Donc, ouais, c'est une réalité qui peut être compliquée pour certaines personnes. Et en même temps, si tu es dans un secteur vraiment où il y a de l'emploi, tu sais que le lendemain, tu trouves un autre poste et ça va bien aller, quoi. Donc, ça dépend pour les personnes, mais en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment le plus choquée dans le bon, dans le mauvais sens en arrivant. Mais vraiment, c'est cette légèreté, tu sais, cette pression. Je dis pas qu'il n'y a pas de pression, c'est pas le monde des bisounours, tu sais, ça reste du travail. Mais c'est très différent. C'est de la pression modérée, justifiée, il y a de la communication et c'est juste bienveillant, quoi. On te considère, quoi. On te considère beaucoup mieux. Donc ça, ça, il n'y a pas photo. Et aussi, point très important, les horaires où tu es beaucoup plus flexible. Ici, les pauses de 2 heures à rallonge, bah, tu pourrais le faire si tu veux, mais il y a pas d'intérêt. Les gens commencent tôt, prennent un petit temps pour manger, veulent finir tôt parce qu'ils ont une vie de famille derrière ou une vie sociale, voir leurs amis, des activités sportives. De toute façon, ils mangent à 17h30, donc pour te dire, en France, tu quittes à 18h, on te dit, tiens, t'es pressé. Euh, voilà, c'est pas la même chose. Ici, à 16h, tu sens le bureau qui Il n'y a commence plus vraiment à se personne, ouais. vider, quoi. Quasiment plus. C'est ça. Bah alors, tu fais des heures sup, il est 16h15. C'est ça, c'est ça. Donc ça, voilà, tout cet aspect-là, ça fait du bien. C'est ça. Et comment ça s'est fait alors? Parce qu'au départ, tu dis que tu étais donc salarié. Ouais. Comment t'as cheminé là jusqu'à te dire je me lance à Hmm. mon compte? Ouais, bah écoute, au début, bah tout se passait très bien. Je t'ai dit, j'avais des bonnes expériences qui se sont offertes à moi. J'ai été recrutée dans une agence à Montréal. Et puis quand on a, en fait, 1 an après être arrivé ici, petit aparté, on a acheté une maison sur la rive sud de Montréal. Et heureusement avant Covid aussi, n'est-ce pas? Donc on est arrivé sur la rive sud et puis encore une fois alignement des étoiles, c'est vraiment fou mais c'est tout est aligné. On m'a contacté sur LinkedIn, j'ai rien demandé à personne. J'allais chercher du boulot pour changer, pour me rapprocher de la rive sud et là on me contacte sur LinkedIn d'un jour à l'autre et on me propose un emploi. C'est une agence marketing super que je connaissais, que je visais aussi et qui me propose un poste bah, dès que possible. Donc j'ai pu changer de boulot et arriver sur la rive sud
avant même en même temps pratiquement qu'on emménage ici. Donc super, ça m'a évité justement de repartir dans les transports pour aller à Montréal et tout. Donc ça m'a vraiment sauvée. On avait pris un risque et je me suis dit, purée, la vie, elle me rattrape et elle me propose un emploi au moment où on emménage ici. Incroyable. Donc super. C'était meant to be. Ah ouais, c'est ça. Ça devait se faire comme ça. Et donc super bien. Mais bah, petit à petit, finalement, tu sais, il y a eu le Covid qui est arrivé. Puis je pense que comme beaucoup de personnes, on s'est tous un peu recentrés. On s'est demandé ce qu'on voulait vraiment dans la vie. On voulait du sens. Enfin, il y a eu cette manière de se recentrer ici. Et je pense que ça m'a aidé à cheminer dans le sens où j'ai eu envie de donner du sens et puis finalement d'exister un peu plus, si je peux dire, de créer mon activité à moi et de me dire, tiens, peut-être que c'est possible. Donc, je pense que en plein Covid, j'ai commencé à faire ça vraiment en parallèle, en me disant à quoi ça peut ressembler. Puis j'ai un peu fait mon site internet toute seule sur WordPress. Alors c'était vraiment laid, heureusement je l'ai changé, mais en tout cas c'était propre. C'était juste propre. J'ai passé des heures et des heures et des heures. Et je me suis dit, bah je fais ça en parallèle, puis je vois ce que ça donne. Sauf que j'ai mis toute mon énergie là-dedans et ça s'est bien développé. J'ai été extrêmement surprise du bouche à oreille parce que finalement, dès lors que j'ai commencé à communiquer sur ça, il y a beaucoup de personnes que j'ai connues dans des expériences pro passées, donc notamment à Montréal ou même en France, tout ça, qui se sont souvenus de moi, et qui m'ont envoyé donc des mandats, des relations Waouh! pour qu'ils fassent appel à moi. Donc en fait, mon activité, ça a été toujours un peu plus intéressant, toujours des clients, en fait, de fil en aiguille. Bah, au début, c'était des petits clients, des petits mandats, puis un tel me recommande, etc. Donc, mon activité a commencé à grossir. Donc, pendant les 2 3 ans de Covid, finalement, bah, j'ai continué mon activité à plein temps dans l'agence, mais j'ai vu mon activité vraiment se développer. Donc, j'ai senti ici le potentiel. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. En fait, plus les choses grandissent, plus j'ai eu ce besoin de m'accomplir et en fait, j'en avais marre du salariat, tout simplement, même si c'est bienveillant ici, etc. Tu sais, c'était moins Tu pour veux moi. créer Ouais, j'ai voulu créer ton truc. mes trucs, mon truc moi-même. Et je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme aussi. Puis voilà, c'était l'occasion pour moi, je pense, à ce moment-là, de me lancer. Donc, je me suis lancée comme ça. Et tu vois, en octobre dernier, bah, là, ça devenait tellement, tu sais, j'étais tellement plus bien dans mon poste. J'étais toujours entre deux choses, deux business. Ça m'a ruiné la santé, mon énergie de combiner deux boulots finalement. Que j'ai dû lâcher un côté pour pouvoir vraiment m'épanouir avec mon activité. Donc en octobre dernier, j'ai compris qu'il fallait que je lâche un bout pour que l'autre activité bah, que je la laisse exploser, quoi. Donc je l'ai fait au bon moment. Je pense que j'ai juste écouté mon cœur et puis j'ai lâché et j'ai sauté dans le vide et puis ça se passe super bien. Et puis là, tout s'enchaîne, tous les recommandations, les clients. Puis je suis très contente aussi de mon type de clientèle parce que c'est souvent des professionnels très engagés dans la santé, le bien-être. J'ai accompagné des cliniques en santé mentale, j'ai accompagné des nutritionnistes, j'ai accompagné plein de coachs aussi, mais aussi des clients boutique e-commerce, un peu lifestyle, en fait des clients pour qui je pourrais être cliente Ok, je comprends. moi-même. Donc, je pense que la vie est bien faite. Tu sais, à travers ma com, ce que je transmets, ben, finalement, tu attires à toi ce qui te correspond. Et donc, j'ai une très belle clientèle qui se développe de plus en plus. Et puis, à l'avenir, là, bientôt cette année, j'aimerais sortir mes premières formations en ligne, mes accompagnements personnalisés. Donc, je développe une deuxième clientèle qui est plus axée sur les entrepreneurs, en fait, comme moi, finalement, qui veulent se lancer en publicité en ligne sur Wow. Google. Et donc, j'aimerais donner un peu plus, échanger, coacher davantage. Ah, c'est cool. Et bah, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est peut-être le moment de l'aborder. Ouais. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué déjà pour moi personnellement, et aussi parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes comme ça qui sont parties vivre à l'étranger, que, enfin, je sais pas pourquoi, partir vivre à l'étranger, ça réveille chez certains des traumas, des, ouais, je sais pas, des choses qui étaient vachement enfouies en nous finalement, qui vont se réveiller vraiment quand on va arriver dans un endroit où peut-être on n'a plus nos repères, je sais pas. Je suis super contente que parce qu'à la base tu m'as contacté, tu m'as parlé de ça C'est et ça. en fait vraiment tu m'en as parlé à un moment en plus où je commençais vraiment à cheminer et accepter que j'avais eu vraiment un moment down avec ça Mhm. et ça m'a vraiment parlé. Je me suis rendu compte qu'en fait on n'est pas tout seul dans cette situation-là, donc je suis vraiment contente qu'on en discute aujourd'hui.
Toi, comment ça s'est réveillé en fait, toutes ces pensées, tous ces souvenirs un peu enfouis? Ouais, je suis trop contente d'arriver à cette question parce que ça va concerner plein de monde et je trouve qu'on n'en parle Ben pas assez ouais. et je suis trop contente de partager cette expérience-là. Écoute, je pense qu'en arrivant, donc comme je t'ai dit, t'es un peu dans la tête dans le guidon, donc tu réalises pas trop ce qui se passe, mais tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu prends beaucoup de courage à l'intérieur de toi, d'énergie pour gérer toute cette nouveauté, pour t'installer, puis en parallèle gérer l'éloignement aussi familial, tu sais, t'as moins de personnes autour de toi. Et donc au début, donc beaucoup de choses comme ça à gérer, donc tu te poses pas trop de questions. C'est même euphorisant parce que tu te dis waouh, moi je me souviens, je me disais je suis comme une nouvelle personne et en fait c'est l'occasion de te réinventer. Donc c'est vrai que là tu fais peut-être un peu l'autruche parce que tu te dis ah je vais pouvoir être qui je veux, puis c'est comme une nouvelle vie et tu te trouves vraiment comme une nouvelle personne. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, ce que tu as entendu et vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que oui, il y a quand même cet aspect un peu l'Eldorado canadien déjà, Mhm. mais aussi un peu de l'expat qui part en terrain conquis un peu ou je sais pas trop quoi. Et je trouve aussi il y a aussi ça parce qu'on se confronte à ça finalement quand on arrive, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Je pense qu'on et c'est génial, hein, c'est génial à vivre et c'est plein de bonnes ondes et de d'aventure. Enfin, c'est vraiment euphorisant. Sauf que la réalité, en fait, du quotidien, elle te rattrape très vite parce que même si tu es dans cette situation, bah, tous les jours, faut aller travailler, puis faut s'occuper de ton enfant, enfin, tout le quotidien qu'on connaît, puis les moments où on a moins le moral. Enfin, voilà, on reste humain, ça change rien à la vie au train-train, quoi, du quotidien. Même si le quotidien est plus doux et plus agréable, ça, on peut pas l'enlever, mais ça reste la vraie vie. Donc, avec ses hauts et ses bas. Donc au début, tu réfléchis pas trop à ça. Et puis, bah, moi, je pense qu'au moment où le soufflet est redescendu, il y a eu la Covid qui est arrivée à ce moment-là. Et donc, bah, forcément, tu te recentres complètement. Et moi, bah, en fait, j'ai renoué avec un peu tout ce qui était enfoui en moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'angoisse dans le passé pour X raisons. Tu sais, je C'est pense que ça. j'étais quelqu'un de très anxieuse. Ouais, moi aussi. Je pense que Ouais, ça vient, c'est peut-être plus les anxieux alors qui ouais, vont ressentir ça. Mais c'est horrible. Moi, ça m'a pris, mais tu sais, l'hiver, le premier hiver. oui. En fait, C'est la c'est marrant neige, ça. à un moment, enfin, c'est complètement con à dire, mais c'était trop blanc pour moi. C'est-à-dire, Ah ouais. tu vois, j'arrivais plus à percevoir quand il y a des trottoirs. Enfin, on n'arrive plus à bien percevoir les choses. Et moi, c'est ça qui a commencé à réveiller des angoisses et des anxiétés vraiment profondes que j'avais. D'accord, ah, c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça, comme si ton contexte en fait autour de toi était complètement changé puis flou Oui, finalement, oui, c'est ça. ça t'a Comme apporté. Ah ouais, l'impression de c'est pas réussir à intéressant. bien voir clairement et Ouais, ah, ça a été vraiment hyper long. Déjà, c'était le premier hiver. Il était assez froid en plus, celui-ci, apparemment, de tout ce que les Québécois me disaient. ouais. Et puis, ouais, puis le tout, quoi. Pas savoir combien de temps ça va durer. Et puis, cette histoire là de perception, plus l'impression d'avoir les idées claires. Ah ouais. Vraiment Le bizarre. flou de l'hiver a amené le flou de ta vision sur la vie, sur ton mood en fait actuel. Ouais, Ah j'ai ok. l'impression. Mm. Ouais. Bah, c'est vrai que ça joue au bout d'un moment, l'hiver. Oui, de toute façon, de manière générale, oui, il faut le Ouais. dire. Au bout d'un Mais moi, moment, c'était c'est quand un même peu long. plus. C'était quelque chose de pas normal, tu vois. Ouais, je comprends. Mais au moins, tu sais, une fois que t'es passé par là, tu sors la tête de l'eau, tu dis, ok, c'était qu'une passade, mais je pense qu'il faut écouter aussi quand même ce qu'on vit, parce que c'est des alertes aussi finalement. Donc voir si ça va se reproduire à chaque fois, ou si tu peux être mieux armé pour les prochains hivers, ou les périodes de l'année où ça se présente un peu plus. Mais c'est vrai que je pense qu'en étant là, finalement, tu sais, je trouve qu'on a plus de place mentalement et dans tous les sens du terme parce qu'on a plus cet engouement. Enfin, je sais, c'est peut-être pas tout le monde pareil. Nous, on avait des grandes familles et il y avait toujours des événements, toujours des choses. En gros, tu vis. Des fois, on se plaignait toujours même de dire bah tu vis pas trop ta vie parce que t'es toujours à droite à gauche, t'as toujours des solutions partout. Le week-end, t'es chez un tel, c'est l'événement de un tel, etc. Et finalement, tu es toujours parti. Les seuls week-ends, tu es épuisé de ta semaine, tu es en week-end, mais tu cours dans ta famille. C'est Voilà, vrai. et ça peut être assez lourd parfois, très lourd même. C'est vrai qu'on se fait la Et remarque ouais. parfois, certains week-ends, qu'on est content, genre d'être juste nous deux, C'est pouvoir faire ça. ce qu'on veut, aller en balade et pas avoir le repas du dimanche ou quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Franchement, ça. Donc, il y a plus de place, tu sais, Ouais. de ce point de vue-là. Et je pense que comme tu coupes avec tout ça, et tu changes carrément de lieu, t'es complètement face à toi-même, comme devant un miroir. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est seulement avec le recul que je peux le comparer là à cette image. Mais
Je pense que si tu as des problèmes, en fait, enfouis en toi, que ce soit de l'anxiété, que ce soit d'autres traumas, je pense qu'en t'expatriant, c'est le meilleur moment pour que tu sois confronté en fait à tout ça parce que tu as une telle place qui se libère que finalement tu es obligé, enfin c'est encore une fois Ah, c'est que mon c'est ça. vécu, Ah, mais tu c'est es obligé intéressant. de te regarder dans le miroir, tu es obligé de regarder ce qu'il y a au fond de toi Waouh. et je pense que la pandémie plus l'expatriation, moi je crois que je me suis retrouvée face à un miroir vraiment pas joli à voir où je me suis dit ok là ça va pas du tout et donc ça a été ce moment qui a gravé le fait que je regarde en fait à l'intérieur de moi et que je vois que j'avais des problèmes depuis de longues années et que j'avais toujours réussi à enfouir ou à régler à moitié. Et pour te parler dans le concret, en fait, j'étais donc très anxieuse pour plein de raisons, très mal dans ma peau, énormément, très très mal dans mon corps, mal avec les autres. Et malgré tout, je sais que certains, peut-être qui m'écouteront, me diraient ah bon mais t'as l'air tellement Ouais, ouais, ouais. positive, gentille, mais ce n'est qu'un masque. On le Ce n'est cache qu'un très bien. masque. On sait très bien le cacher. Et donc, j'ai développé quand même pendant 15 ans des troubles alimentaires à cause de tout ça, parce que j'avais ce mal-être, etc. Donc, les troubles alimentaires m'ont permis, en fait, tu sais, le cerveau, il trouve un moyen de surmonter tes anxiétés, tes blocages avec quelque chose. Et moi, ça a été les troubles alimentaires. Certains, ça va être de l'alcool, certains, ça va être autre chose. Euh, Des troubles alimentaires, quel type c'était Ouais, exactement? bah en fait, tu sais, il y a beaucoup de... Dans les troubles alimentaires, tu peux avoir... Souvent, les gens ont des images d'anorexie, de boulimie. Oui, C'est oui, comme oui. les deux Mm. sortes, tu sais, que tout le monde C'est connaît. les deux connus. C'est ça, les deux connus, sauf que les troubles alimentaires peuvent être une bien riche combinaison de plein de choses, comme il y a l'orthorexie qui peut arriver, tout ça, donc vraiment l'obsession de manger santé que j'ai eue. Moi, je suis passée par plein Ah, de phases je différentes, en savais même pas que fait. ça existait. Ok. Ouais, il y a tellement de mots, écoute, qui existent par rapport à ça, mais moi je pense que j'ai fait un peu un mix de tout ça. Mais le truc, c'est qu'au final, la gestion enfin les repas en fait, et ce que tu manges prend toute la place dans ta vie, et en fait tu passes ton temps à culpabiliser ou à t'en vouloir ou à trop manger ou pas assez, et en fait ça devient déterminant, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans une journée, que ce soit positif, négatif, la nourriture contrôle toute ta vie et toute ta façon d'être. Donc, comme ça va jamais, de toute façon, avec la nourriture, tu es toujours dans un mal-être et en fait, tu te rends compte que tu passes à côté de plein de moments. Tu sais, je te parlais des repas familiaux, tout ça. Il y a eu plein de beaux moments dans ma vie où j'étais pas là, j'étais là avec un masque, mais très mal à l'intérieur de moi. Et je pense que le trouble alimentaire a tout gâché, donc j'ai loupé des grands moments de vie à cause de ça. Et donc, j'ai toujours essayé de régler un peu ce problème-là, parce que c'est une maladie mentale, clairement. Et j'ai consulté plusieurs fois en France, des psychologues, une fois, deux fois, trois fois. Mais voilà, la vie avance, puis tu sais, t'as un enfant, donc tu mets un peu d'eau dans ton vin, ça te met un peu, ça t'aide à voir plus positif, mais tu règles pas le problème de fond. Donc ça revient à un moment donné, quand ton fils commence à grandir, que c'est plus si nouveau, ben hop, tu sais, c'est des moments de vie où ça vient, ça va. Ça va, ça vient. Et je pense que l'expatriation, au début, quand je suis arrivée, ça allait beaucoup mieux parce que bah, plein de nouveautés, euphorie. Donc, j'avais pas cette. J'avais un mieux-être, en fait, globalement. Et donc, j'ai pu passer un peu au travers, mais déjà, au bout un mois ou deux, là, c'est revenu complètement. Et la pandémie m'a mis complètement face à ça. Il y a eu beaucoup de personnes, les troubles alimentaires ont explosé auprès de la population à cette période-là aussi. Et je pense que ça m'a mis vraiment face à ça. Je me dis, ok, ça fait 15 ans que tu avais ce problème-là, il serait peut-être temps de prendre les choses c'est vraiment comme il faut pour les régler définitivement. Et je pense que l'expatriation m'aura aidé à faire ce dernier step, là, ce dernier sprint pour régler totalement ces troubles alimentaires qui m'ont gâché une bonne partie de ma vie. Et puis ça a été, tu vois, je te disais, j'étais pas anorexique ou Oui, boulimique, même c'est si ça, j'ai eu non. des tendances des deux. Ça a été suffisamment important pour que pendant une dizaine d'années, en fait, j'étais aménorrhée, donc j'avais perdu mes règles. Ah ouais, à ce Et elles point-là. sont, c'est ça. Et figure-toi, tu sais quoi, mes règles sont revenues en octobre dernier quand j'ai démissionné. C'est incroyable. C'est très imagé, mais tu sais, j'ai pris ma liberté, mon envol à ce moment-là, en m'assumant en tant que qui je suis, en créant mon activité, en prenant mon pouvoir, ma place, et mes règles sont arrivées là aussi parce que bah, Super ça fait cadeau. quelques... C'est ça, super cadeau par contre. Mais ça faisait un moment que je me nourrissais mieux, donc tu sais, ça faisait un moment vraiment que, tu sais, je me restreignais moins.
Donc je pense que mon corps avait repris ses forces, mais il a fallu un temps pour le corps voilà, que ça se remette en place. Et puis en octobre, là, quand j'ai démissionné, c'est arrivé. Donc voilà, c'est un peu ça le processus. Donc tu dis, toi, c'était l'obsession de bien manger, manger sain. Bah, en fait, au début, j'étais énormément dans la restriction. Donc, il y avait une forme d'anorexie mentale dans Ok, je l'histoire. Donc, comprends. je me suis énormément restreinte au début de mes études à Lille. Et en fait, avec le cheminement, en voyant que ça n'allait pas, puis ça va pas dans le bon sens, et la restriction, il y a rien de pire parce que tu détruis ton métabolisme, t'as plus d'énergie, tu détruis tout en fait. Puis la relation, enfin, tu sais, le cerveau, il est plus capable de gérer aucune émotion. Comme tu es toujours dans la restriction, tu es fatigué, tu te crées plein de symptômes dont tu n'as pas conscience. Donc en fait, t'es plus capable de rien du tout et donc ça n'allait pas. Donc c'est là où j'ai consulté et mon médecin aussi m'avait fait une sorte de déclic en me disant bah écoute, c'est simple, à chaque repas tu prends protéines, légumes, féculents, en dessert un laitage, un fruit. Il m'a fait un modèle type d'un repas complet sur le papier. Et là, j'ai compris qu'en fait, si je voulais aller bien tenir debout, profiter de mes amis, être normal, enfin, tu sais, de retrouver goût à la vie, il fallait que je me nourrisse. Et là, c'est parti un peu dans l'autre sens, en me disant, voilà, chaque repas seront vraiment nourrissants comme il faut, mais de ce fait, je suis partie un peu dans l'obsession de bien manger, et ça a été très compliqué pour moi, les moments où je ne peux pas contrôler, où c'est les autres qui font à manger. Encore, tu sais, je te l'avoue, encore rentrer en France, parfois, c'est difficile pour moi de pas contrôler, et si des gens m'écoutent, ils seront peut-être pas surpris de m'entendre, mais je fais ce que je peux et ça va beaucoup mieux, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup, je lâche du lest et puis je suis capable de manger, de vraiment varier plein de choses, même si c'est pas ce que j'aurais fait moi-même. J'ai fait vraiment du chemin. Aujourd'hui, je pense que je suis guérie, j'arrive à le dire. Avant, j'arrivais pas. Il y a 6 mois, je pouvais pas dire j'étais guérie. Et ouais, le manque de contrôle, ça peut être très compliqué dans Donc aller au certains resto moments-là. aussi? Ah, le resto, très compliqué, ouais, les choix, Ouais. Puis tu trouver sais le pas ce qu'il truc, y a dedans. c'est ça, tu sais pas ce qu'il y a S'ils ont mis beaucoup dedans. de beurre, beaucoup d'huile. Exactement, des choses comme ça. Puis Ah de toute ouais. façon, je me suis tellement détruite la santé, le métabolisme, le système digestif à trop restreindre, c'est que j'ai développé le syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est-à-dire que j'ai des grosses difficultés en fait à digérer. Donc, ça peut être Je plein de suis symptômes pareil maintenant. différents. Et c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment eu des ballonnements très excessifs, très douloureux. Rien, aucun repas qui passe en fait. C'est tout reste là. C'est très, très, très douloureux. Et avec des intolérances alimentaires, donc lactose, Oh gluten là là, sont mais j'ai arrivées. l'impression que tu me parles de J'ai dû... moi. C'est vrai, tu Ben en vis fait, ça tout aussi? c'est... Peut-être que j'avais ça un peu avant de partir, tu vois, mais encore, je Mhm. m'en souviens pas vraiment. Mais là, depuis que je suis arrivée au Canada, c'est exactement tout ce que tu décris. Ah mince, ben on en Mm. reparlera off parce que Ouais, parce que c'est hyper important. ouais. Parce que ça nourrit en plus ton, tu sais, tu te sens mal quoi. T'as un mal-être qui se Ah développe bah et complètement. en plus quand t'as souffert de troubles alimentaires, tu sais, le fait d'enlever le gluten, le laitage, c'est le trouble alimentaire là, il se réveille, il est super content parce qu'il se dit tiens, je vais pouvoir contrôler quelque chose et tu pars dans l'extrême. Tu veux plus jamais de gluten, plus jamais de laitage. C'est une sorte de contrôle qui repart. Et heureusement, bah, tu vois, là, ça fait 1 mois, 1 an que j'ai exclu tout ça. Mais là, je suis en train de réintégrer petit à petit parce qu'il faut comme sevrer ton organisme de tout ça pour quand même essayer de le réintégrer. Et maintenant, en fait, la clé, c'est de m'écouter. C'est que des fois, je sais pas pourquoi, je le sens au fond de moi, selon comment je me sens à l'intérieur. Je me dis, là, ça va passer le gluten, je vais pouvoir Mais ouais, tu c'est vois, en ça. prendre un petit Ah, peu. ouais, Et des fois, je sais pareil. très bien que le gros cheesecake, il va passer crème. Et des fois, je me dis, non, c'est pas la peine, je vais pas le prendre parce que je vais être malade toute la nuit. Donc, en fait, il Et faut puis il y a des vraiment fois, je me s'écouter. dis, oh là, je m'écoute pas, je veux quand même le prendre. Et puis Oui, après, ça ce qui est manque pas que 10 important minutes plus aussi, tard, c'est mais mort. Mm. donc c'est horrible parce que quand tu es fragile, tu essayes de te remettre d'un trouble alimentaire et Ouais. que tu as ces enjeux-là, ça te replonge dans les troubles en Ah fait bah direct, après, tu du repars pour comportement. 5 jours, tu manges plus C'est rien, quoi. ça, ouais, ouais, ouais. Donc bref, mais tu vois, on est nombreuses, je pense, à souffrir de ça et on en reparlera parce que faut vraiment en parler, c'est pas facile à vivre et voilà, faut trouver les clés en fait pour chacune parce qu'on est toutes différentes, donc. C'est ça. Et moi, du coup, je suis super intéressée de savoir comment est-ce que... Donc, à un moment, tu te dis, ok, ouais, il y a un problème. Enfin, faut vraiment que j'arrête voilà, de papillonner, que je règle vraiment le problème. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as fait des thérapies ici au Québec? Comment est-ce que tu t'y prends un peu? Ouais. Alors écoute, je pense que dans le creux de la vague là au Québec, bah déjà j'ai parlé, tu sais, j'avais heureusement ma meilleure amie qui est en France, elle est toujours là pour moi, puis on parlait, puis là elle m'a vue vraiment au plus mal.
Et tu vois, elle a pris action en fait d'en parler à certains de mes proches pour me dire bon là Deb elle va pas trop bien et je la remercie pour ça parce qu'elle m'a un peu forcé à tu sais comme sortir de mon trou et donc je me suis dit bah là il y a pas faut que j'ai de l'aide de l'extérieur parce que tu peux pas t'en sortir tout seul ou alors tu vas t'en sortir pendant 15 jours mais après la moindre contrariété ou le stress puis après tu sais c'est des pathologies que tu développes. Moi, l'anxiété, c'est devenu chronique, donc je suis plus capable de décerner le vrai du faux. Des fois, le matin, je me levais, je me sentais extrêmement mal au fond du rouleau. Alors, tu viens d'ouvrir les yeux, donc à un moment donné, tu sens que tu peux pas y arriver toute seule. Et donc moi, j'ai tapé troubles alimentaires, quelque chose sur Google, et je suis tombée sur la clinique des troubles alimentaires de Longueuil, là où je vis. Et je me suis dit, tiens, c'est cool parce que c'est une clinique vraiment spécialisée dans les troubles Oui, alimentaires. c'est ça. Donc c'est très spécifique pour le coup. J'avais jamais, tu vois, en France j'ai vu quelques psys, puis c'est tout. J'avais fait de la sophrologie aussi pour vraiment plus se détendre. Mais là c'était vraiment spécialisé. Donc je me suis dit, bon bah c'est cool, je vais m'attaquer au gros du problème quoi, le trouble alimentaire. Et donc j'ai vu un psychologue là-bas qui ensuite m'a dirigée vers un médecin nutritionniste. Et là, ça a été cool parce que le médecin nutritionniste, il fait partie de la clinique, donc il a l'habitude de ce genre de clientèle. Et il m'a fait faire des exercices hyper intéressants pour conscientiser les comportements alimentaires que j'avais, ma façon de manger, les réflexions que j'avais par rapport à certains aliments, etc. Et en fait, il a débloqué plein de choses parce qu'on a conscientisé, parce que d'abord, tu dois conscientiser tout ça avant de pouvoir en sortir, sinon ça marche pas. Si tu veux avancer, c'est dans la conscience. Et donc là, ça m'a vraiment fait des steps vraiment supérieurs vers la guérison. Et j'ai arrêté là, donc ça a duré quand même 2 ans, tu vois, je pense 2020 à 2022 pendant la pandémie, quoi, en pleine pandémie, finalement ça a été là. Et donc ça a démarré comme ça, et finalement, tu vois, là je dis je suis guérie, c'est la petite cerise sur le gâteau de ma guérison, ça a été l'hypnose qui m'a fait Oh. faire le dernier step, parce que tu sais, malgré en fait la clinique des troubles alimentaires, je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à dépasser, puis qu'il fallait quelque chose de plus puissant que de conscientiser les troubles, faire des exercices, enfin tu sais, à un moment donné, t'en as... Trouver l'origine? Ouais, c'est ça, trouver l'origine. Parce qu'un trouble alimentaire, des anxiétés, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais pas rentrer plus en détail que ça, parce que voilà, on a tous nos petites choses, mais tu vois, l'hypnose, elle m'a permis de plonger au fond de moi, puis de Aïe, aïe, trouver aïe. c'est quoi les sentiments. Tu sais, oui, t'as de l'anxiété, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'anxiété? Donc déjà, derrière l'anxiété, j'ai découvert qu'il y avait la peur, énormément de peur dans la vie. Il y avait le sentiment d'être de trop tout simplement sur la vie, de Sur la manière terre, générale. ouais. Mm. C'est ça. Donc, tu découvres des choses, tu découvres. Alors, il y a eu vraiment des moments très douloureux où tu sais, tu plonges vraiment dans ton passé et tu comprends un peu ton histoire. Et ouais, c'était assez intense, mais ça m'a permis finalement de passer ce dernier step vers la guérison parce qu'avec l'hypnose, tu vas chercher le subconscient. Et le subconscient, une fois que tu vas lui adresser des petits messages, tu lui fais comprendre des choses, une fois que tu reviens dans le conscient, tu sais, après les séances d'hypnose, bah de jour en jour, ton subconscient, il va travailler pour toi, puis il va t'amener les réponses ou le chemin que tu n'arrivais pas à trouver quand tu étais tête dans le guidon dans ta vie, dans tes quotidiens, dans ton problème. Donc l'hypnose est hyper puissante et elle m'a permise de faire ce step final vers la guérison. Et tu vois, je sais que la vie, là je te dis, je suis guérie, tout ça, mais tu sais, le trouble, il veille un peu en moi. Tu sais, je sais qu'il est Eh encore là ouais. parfois, les mauvais jours, il me fait coucou, puis sauf que je suis plus armée et plus sereine avec moi aujourd'hui de me dire, bah tiens, t'es là, mais En fait, on t'a donné des outils pour pouvoir, voilà. parce que, enfin, au final, bon, je compare vraiment, voilà, mais Ouais. les alcooliques, on dit qu'en fait, ils sont jamais guéris, que c'est un combat de toute une vie après. Donc, au final, je pense que c'est un petit peu ça aussi, dans le sens où tu vas devoir veiller quand même à jamais repartir dans l'extrême. C'est ça. Et en fait, ta comparaison, elle est très juste parce que les troubles alimentaires sont traités comme une addiction, comme une autre en Ah, ben fait. voilà. Donc, c'est une addiction au même titre que l'alcoolisme. Et j'aime bien l'image, alors c'est un petit peu caricaturé, mais tu vois, un alcoolique qui essaye de grossir, très révélateur, de guérir, Oui. tu lui proposes un verre 3 fois par jour.
Comment tu veux qu'ils gèrent ça? C'est compliqué. Ben, un trouble alimentaire, tu dois manger 3 fois par jour minimum. C'est très compliqué. Ça revient tout le temps. C'est horrible. On te met sous le C'est nez ça, et puis ton entre les problème. repas, du coup, tu fais qu'y Entre les penser en repas, tu fais que plus. ça. Tu fais Ouais, ça qu'anticiper. arrête Moi, je pas. me lève le matin, je pense à mon déjeuner, puis je vais anticiper les prochains repas. Et de ce fait, ça t'aide pas à digérer. T'es complètement dans l'anxiété de ce que tu as mangé. Enfin, bref, c'était complexe. Et peut-être aussi, on peut préciser quand même que tu dis l'hypnose, mais les gens, il y a plein de gens qui s'imaginent genre l'hypnose de Mesmer. Ah, mais oui. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Ouais, tu peux peut-être expliquer un peu comment c'est, parce que faut pas croire que c'est exactement comme l'hypnose spectacle, quoi. Non, bah non, c'est ça, c'est trop mal connu, je trouve. C'est vraiment Ouais. dommage parce que moi, je me dis, purée, si j'avais connu l'hypnose il y a 10 ans, est-ce que j'aurais pas gagné des années C'est ça. de mal-être et de combat? Alors, des fois, je me dis, bah peut-être pas parce qu'en fait, c'était tout un T'étais processus et peut-être que pas prête, l'hypnose, hein. j'étais pas prête, c'est ça, C'est ça aurait aussi pas ça, hein. fonctionné de la même façon. J'ai déconstruit pendant des années pour que l'hypnose puisse faire son chemin et je pense que c'était parfait comme ça. Mais l'hypnose, déjà, moi, ce qui m'a surpris avant que tu t'allonges et qu'on te mette dans un état d'hypnose, c'est qu'avec mon hypnothérapeute, on parle. On parle énormément. J'ai l'impression que c'était comme ma psy, sauf que c'était 10 fois mieux parce qu'elle réagissait à ce que je disais. Tu sais, le psy, Ah des fois, oui, il te oui, dit pas trop, il prend pas parti, alors tu fais juste parler. C'est ça. Et ouais. l'hypnothérapeute, et puis je la citerai, c'est Julie Dupont qui est à la Prairie sur la rive sud. Je vous conseille pour ne serait-ce peu importe le problème que vous avez, allez la voir. Mais c'est qu'elle te parle et elle a ton feedback parce qu'elle est formée pour savoir si tu te mens à toi-même ou pas, si c'est quoi qui, tu sais, de quel est ton point de vue à ce moment-là. Et alors par contre, elle me fout des claques, hein, elle me renverse. Enfin, c'était incroyable. Le feedback qu'elle te Ça donne. secoue, ouais, ça remue. Ça secoue, mais ça secoue comme il faut et comme ça doit être secoué. Et en fait, ce travail-là en conscience, quand tu lui parles, c'est que avec le conscient, donc tu mets les choses au clair avec elle. Et après, en fait, avec l'hypnose, là, le message au subconscient, finalement, quand elle t'emmène dans cet état vraiment au fond de toi, donc qui est vraiment avant le sommeil, hein, c'est vraiment une étape avant, bah, en fait, ça, c'est beaucoup plus je pense, efficace parce qu'il y a ces discussions avant et après, en fait, qui mettent les choses en ordre pour préparer le chemin vers le subconscient, tu vois, avec l'hypnose. Moi, j'ai été bluffée, mais je vous le dirai jamais. Là, j'ai fait ça pendant 6 mois environ. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté le processus parce que j'étais apparemment en fin de suivi quand elle m'a dit ça. Elle dit, Waouh. je savais que tu étais en fin de suivi. Et là, j'ai réalisé, j'ai fait, ah, fin de suivi, vraiment, j'en suis là. Parce que je lui avais fait un petit message de reconnaissance comme quoi j'allais super bien, etc. En revenant de mes congés, on s'était dit, bon, on se parle pas pendant 3 semaines et dans 3 semaines, tu me dis comment ça va. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je suis bien dans mes pompes, bien dans l'instant présent, je revis et tout. Elle m'a dit, je savais que tu étais en fin de suivi. Et là, j'ai réalisé, je fais, ok, fin de suivi. Donc, ok, ça y est. Et voilà, ça a été super libérateur. Et je pense que toute cette expérience d'avoir pris mes problèmes à bras le corps, d'avoir consulté et d'en être là aujourd'hui, finalement, ça a été bénéfique aussi pour toute l'anxiété qui était plus due aussi à l'expatriation, à mon chemin de femme, parce que finalement, tu sais, je suis arrivée ici, j'avais 26 ans. Et là, j'en ai 31. Donc déjà, en tant que femme, expatriation ou pas, passer la trentaine, enfin, tu sais, il se passe plein de choses. Je pense que tu mûris, t'évolues, tout ça. Et je pense que là, ça a été bénéfique. Enfin, tu sais, c'est comme tout qui se débloque. Et aujourd'hui, je me sens vraiment confiante et très, très bien dans l'instant présent. J'arrive à profiter des choses simples. Et tu vois, là, j'ai quelque chose de très imagé aussi à raconter. C'est que mon mari est parti avec mon fils en France une semaine, il y a une dizaine de jours. C'était pas du tout prévu. Donc ils sont partis en France, moi je suis restée là toute seule. Et en début d'expatriation, il y a eu ce contexte qui s'est présenté. J'étais toute seule ici et j'étais avec mon fils pour le coup. Mon mari était parti tout seul en déplacement à San José, aux États-Unis. Et là, j'étais en panique parce que cette situation que je vivais au quotidien d'être un peu toute seule, de tout porter à bras le corps, c'était le cas de le dire. Et ben finalement, là, c'était pendant un week-end et plus une semaine derrière. Enfin, tu sais, j'étais complètement perdue et j'étais paniquée d'être seule là avec mon fils. C'était un mauvais souvenir, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et là, tu vois, ça a été l'occasion de vivre le fait d'être seule ici à nouveau. Sauf que là, en plus, il est parti avec mon fils, donc j'étais vraiment seule, seule, seule.
Et ça a été libérateur, ça a été génial en fait, parce que j'ai réussi à être bien avec moi-même déjà, tu sais, d'apprécier la solitude, d'apprécier ma présence à moi, d'aller à mon rythme. Et puis par rapport à justement à l'expatriation, c'est que là, je me suis sentie bien dans mon pays, je me suis sentie chez moi en fait. Tu sais, j'étais là toute seule, mais je me sentais à ma place. J'ai pu voir quelques amis à droite à gauche, en profiter justement pour avoir un peu plus de temps pour faire ça. Et en fait, c'était super émouvant aussi parce que je me disais, je me sens chez moi dans mon pays, je me sens bien aussi donc avec moi-même par rapport à tous mes troubles du passé, donc je me sens vraiment bien dans mes pompes. Et en plus, je vois qu'il y a des personnes qui comptent pour moi, qui sont proches de moi, qui sont là à Montréal. Je peux aller voir, j'ai vraiment des amis. On a notre groupe d'amis, un petit Ouais. groupe de Français finalement qui est là depuis le début, et puis deux amis que j'adore, que j'ai rencontrés via le travail pour le coup. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient là et que j'avais vraiment ce petit noyau là de personnes. Donc je me suis sentie vraiment accomplie par rapport à l'expatriation en me disant là j'ai plus personne, je suis là mais je me sens complètement à ma place, entourée. Et ouais, c'était une belle révélation. Et tu vois, ça va faire 5 ans qu'on est là. Et c'est super quoi, ce constat, de le faire là, de regarder en arrière, je crois que j'ai jamais été aussi contente, bien Waouh. dans mes baskets et de mon parcours. Quand je t'écoute, j'espère aussi en arriver là Bah oui, je te le dans souhaite. Ça fait quelques années combien en de tout cas. temps toi que t'es là? Ça a fait 2 ans le 31 mai. Ouais, c'est ça. Mais écoute, il n'y a pas de raison. Je pense que on a tous un processus C'est différent, une ça. adaptation différente, nos histoires, puis ça dépend beaucoup de nos attentes, tout ça, là. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc, je te le souhaite vraiment de cheminer à ta façon vers ce qui te conviendra surtout, quoi. Et donc ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant le mot, Mhm. c'est qu'il a fallu quand même que tu ailles au Québec, que tu partes à plus de 6 000 kilomètres de la France pour guérir, quoi. C'est ça. Mais tu sais, je pense que la vie voulait ça. Puis, puis c'est ça, je pense que ça a été un accélérateur. C'est ça, tu sais, je pourrais jamais refaire l'histoire. Je sais pas si en France j'aurais guéri de la même façon, différemment, si ça aurait été pire. On peut pas réécrire l'histoire pour le coup. Là, on a fait nos choix de partir. Mais je pense que l'expatriation, de manière générale, c'est toujours bénéfique, la, peu importe comment ça finit. En gros, si tu dois rentrer chez toi, si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Plus, moins, l'expatriation sera toujours d'une richesse incroyable pour les personnes qui le font. Parce que tu sais, c'est plein de défis, ça te sort de ta zone de confort. Et si tu as des problèmes, tu es obligé de les régler parce que ça te met face à toi-même. En fait, t'as plus le choix. Comme on dit ici, t'as pas le temps de niaiser. Donc, tu sais, je le vis vraiment comme ça. Mais tu sais, c'est mon expérience. Peut-être des personnes sont très loin de ça, mais je pense vraiment que ouais, dépendamment de la manière dont tu le vis, je pense que ça te met vraiment, ça t'oblige à te connaître en fait. C'est ça, on dit souvent le voyage, c'est le meilleur moyen pour se connaître soi. Je pense que le C'est vrai. voyage et l'expatriation, là, c'est très proche, c'est le meilleur moment pour se regarder en face et puis de se dire est-ce que tu as des choses à régler ou pas. J'adore. Et est-ce que, on va arriver là à la fin de notre échange, Ouais. mais est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire sur ce que ça t'a apporté, ce que ça a nourri en toi finalement l'immigration? Ouais, moi, écoute, je le vois vraiment comme une expansion totale vers la femme que j'ai voulu devenir et que je suis devenue finalement. Tu sais, ça, en plus, l'âge auquel je me suis expatriée, c'était un âge où tu évolues beaucoup, tu sais, vers la trentaine finalement. Donc, je pense que, ouais, expansion vraiment personnelle, accomplissement de soi et aussi le même aspect, mais niveau famille. Je pense que avec mon mari, mon fils, on est arrivé là pour des bonnes raisons. C'est ça aussi que je veux faire passer comme message, c'est que quand tu t'expatries, réfléchis à tes raisons. Faut pas partir pour les mauvaises raisons parce que ça a l'air cool, parce que je veux faire comme un tel, etc. Nous, Parce que tu fuis depuis... quelque chose aussi, Bah hein. oui, tu fuis Mm. quelque chose finalement. Et moi, nous, finalement, ça a toujours été dès le départ des valeurs de vie. Ça a été toujours l'aspect numéro un pourquoi on est parti, c'est l'équilibre vie pro, vie famille. Ça a été le premier critère. On a senti qu'il y avait quelque chose à vivre ici pour ça. Et quand tu pars pour des raisons comme ça fondamentales de famille, de bien-être au quotidien, de bienveillance, enfin, des valeurs de vie en fait pour t'accomplir, tu vois, il y a eu la pandémie, il y a eu l'éloignement familial, il y a eu plein de défis en fait divers. Les troubles alimentaires, tu sais, j'aurais pu dire je suis dans un tel état, je vais rentrer parce que il faudrait que je sois auprès de ma famille ou des choses comme ça. En fait, il y a eu des défis vraiment
énorme et quand tu pars pour les bonnes raisons, bah, c'est tellement des valeurs profondes pour toi que tu t'es capable de tout traverser parce que c'est ce que tu veux, c'est ce qui te correspond. Donc, il y a plein de fois où on aurait pu, bah, je sais pas, abandonner ou se remettre en question plus 10 fois, 20 fois. Mais en fait, on ne l'a pas fait parce que bah, on était comblé des raisons pour lesquelles on est parti. Et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tu vois, ça fait 5 ans et je suis trop contente et fière de voir le parcours parce que 5 ans, tu sais, c'est comme un chiffre clé là, ça fait plaisir et je sens qu'on est comme mûr de cette expatriation. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain et avec mon mari, on a toujours dit c'est une question d'équilibre. Et le jour où cette qualité de vie, ces valeurs ne font plus le poids face à l'éloignement familial, bah, on réfléchira à ce moment-là, tu vois, mais je pense que c'est toujours une question de balance. Et tant que tu as la balance qui est faite, parce que de l'autre côté, tu y retrouves ton compte, parce que les valeurs pour lesquelles tu es parti sont toujours là, alors ça match, alors ça va. Donc on avance comme ça. Là, ça fait 5 ans. On verra la suite, mais je suis vraiment trop heureuse de te parler maintenant parce que c'est le meilleur moment pour moi de revenir sur mon expérience parce que tellement j'ai vécu bah, une expatriation riche et positive et aujourd'hui on a fait un tel chemin qu'on est vraiment accompli autant personnellement que le couple, que la famille. On est quand même passé à travers une pandémie, puis encore aujourd'hui, on travaille tous les deux de la maison et c'est horrible. Aujourd'hui, j'ai du mal avec ça. Mais au moins, tu vois, ouais, tu vois ton couple qui survit à ça et tu fais, ouais, c'est cool. Il faut le faire. Et donc, accomplissement d'expatriation, accomplissement personnel à travers de tout ça, de guérir du passé, de se révéler, c'est riche, quoi. Et je suis contente d'en être là parce que j'ai vraiment galéré ces 5 dernières années et je vois le bout du tunnel et donc j'ai hâte de vivre la suite, en fait. Voilà où j'en suis. Bah, merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Je suis vraiment contente qu'on ait abordé ces sujets parce que je pense que c'est presque tabou en fait. Parce qu'on entend très peu parler de personnes qui sont parties vivre à l'étranger et qui parlent de ces traumas et de ces anxiétés qui se réveillent. Donc Mhm. on parle bien sûr de quelque chose finalement d'enfoui, hein, de avant. Donc C'est ouais, je ça. suis vraiment contente qu'on ait pu aborder cette partie-là. Et j'aimerais beaucoup te demander de conclure cet épisode pour encourager donc des personnes qui ont envie de partir vivre au Québec ou ailleurs, mais qui n'osent pas, tu sais, parce qu'il y a quand même un... Tu sais, c'est le plus dur, c'est le petit cap, Ouais, là, du moment où tu te dis, passer allez, le... go, on lance, on enclenche la machine. J'aimerais C'est beaucoup ça. que tu te donner le petit mot de la fin par rapport à ça. Ouais, bah par rapport à ça, je pense que ça reprend le point que j'ai dit avant, c'est réfléchissez à vos motivations. Vraiment, les motivations, c'est la base de l'expatriation. Donc, vraiment réfléchissez à ce que vous voulez, ce que vous cherchez, pourquoi vous le faites. Pas partir pour les mauvaises raisons. Sinon, bah, si ça sera juste une expérience et c'est bon aussi, là. Tu te rendras compte que ça va pas, c'était pas ça, mais au moins, t'auras vécu ça, t'auras pas de regrets. Donc, déjà, bah, aller au bout pour pas avoir de regrets et bien réfléchir aux raisons du départ. Dans la vie, je suis un peu comme ça, tu sais, je me lance facilement dans le vide, mais il y a plein de choses qui m'effraient. Donc, par exemple, tu vois, c'est un peu, bah là, c'est vraiment un mini exemple, mais où, tu sais, intervenant dans un podcast, au départ, j'avais un peu peur de parler, etc. Ça peut être quelque chose qui me fait peur, puis finalement, je vais démarcher, je vais faire des petits messages, puis je me dis, bah, je lance les hameçons, puis on verra. Puis après, on me répond, je dis, merde, ça a marché. C'est en gros, c'est vraiment pour Ouais, imager le truc, mais en mais gros, t'as si raison. vous n'êtes pas certain, bah, lancez des petits hameçons, commencez des petites démarches, et puis voyez comment vous vous ressentez quand ça fonctionne. Enfin, tu sais, ça peut faire un pas, en fait, en avant pour essayer de se lancer, puis de voir comment ça se passe. Moi, je fonctionne toujours comme ça dans la vie, même pour l'entrepreneuriat. Quand j'ai démissionné, tu vois, j'ai commencé on the side comme ça, ma petite activité. J'ai tâté le terrain, je me suis lancée sans réfléchir. J'ai dit, allez, on y va, on y va, on y va. Et puis ça marche. Oh bah ça marche. Ok, bah j'enchaîne. Je prends le train et puis on verra. Et tout ce que je fais, c'est comme ça. On y va. Tu sautes dans le vide. Et alors oui, je regarde à la fin s'il y a un filet en dessous, mais c'est après on a tous des manières de fonctionner différemment. Mais si vraiment vous êtes bloqué à faire le pas, bah faites des mini pas, faites des steps, faites des petites démarches pour voir si ça répond, quoi, si ça mord et puis comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais ouais, ça peut être ça mon dernier C'est conseil. génial. Et puis moi, je vais juste embrayer là, parce que moi, c'est exactement pareil que toi. J'osais pas Ouais. partir, pas partir. Pareil, je me suis dit, bah écoute, je m'inscris au PVT et puis je vois bien, parce que Oui, j'entendais plein de gens qui me disaient, t'inquiète pas, moi, j'ai jamais été tiré au sort. Je me suis dit, bon bah ok, alors dans ce cas, je vais c'est tenter. ça. Sauf que ben, moi, malheureusement, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts où j'avais été invitée,
Je me suis Ouais. dit, merde, j'ai été tirée. Genre, j'ai été tirée au sort en plus, peut-être 1 mois et demi après. Oh là là, ouais. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, putain, ça y est, je dois partir au Canada. Comment je vais faire? Donc, tentez quand même ce genre de petites choses parce que, voilà, parfois c'est aussi un signe de l'univers qui vous dit C'est que c'est ça, peut-être le moment pour vous, que c'est peut-être meant to be exactement. finalement. Et j'adore ce que tu dis, c'est d'aller chercher un peu un signe de l'univers, tu sais, c'est de Oui, connecter aux c'est ça. étoiles, dire vas-y, est-ce que Exact. les étoiles sont alignées ou pas? Est-ce On que va ça va voir. être ça mon histoire, mon destin? Et moi j'adore cette philosophie, c'est comme ça que je fonctionne dans tout et ça marche en fait. C'est vrai. Ça marche. Ce qui doit se passe et Voilà. c'est ça. On parle souvent de provoquer la chance. Ou est-ce que la Exact, chance se provoque? Oui, à ces questions-là, pour moi, oui. Clairement, on la provoque. c'est C'est ça. nous qui provoquons tout ça. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi Adèle, À c'est bientôt. vraiment très agréable. C'était un très bel échange et Ah, puis merci. pareil. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.